Bon matin. Vous allez voir, ça va être facile d'animer avec des panélistes comme ça qui commencent déjà à chanter ce matin leurs opéras. Mon nom est Michel Archambault, je suis de Brookfield, Énergie Brookfield ou Evolugen au Canada. Je suis vice-président de l'hydrogène et des combustibles propres. Un sujet d'actualité. On l'a vu ce matin, M. Fitzgibbon, non seulement pas fermer la porte au projet d'hydrogène et bioénergie, mais dit qu'il faut encourager cette filière-là dans le développement et le déploiement de ces nouvelles technologies. On va avoir un panel super intéressant sur l'hydrogène et la production des bioénergies. On a deux panélistes, M. Jean Roberge de Greenfield Global, qui est basé à Varennes, et puis on a aussi M. Daniel Dagenet du Port de Montréal. Je vais les présenter. Mais juste avant, merci à l'ACPER pour l'invitation. J'ai eu la chance de croiser dans les dernières rencontres qu'il y a 2 minutes, en fait, un étudiant de la Polytechnique où j'ai étudié. François, félicitations pour ce que tu vas faire ce soir, présenter ton projet. Je souhaite la bonne chance à tout le monde dans le concours étudiant. J'ai eu la chance de présenter une session sur l'hydrogène, qui est ma passion depuis 20 ans, à la Polytechnique. À chaque année, je donne un cours en novembre, puis tu me dis que tu avais été là, donc merci. Je suis de Brookfield, Énergie Brookfield ou Evolugen, comme je le disais. Mon rôle, c'est de développer la filière hydrogène, la filière des bioénergies et des combustibles propres. Ceux qui ne connaissent pas Brookfield, tranquillement ou rapidement, on est une compagnie globale basée à peu près partout à travers le monde, mais on a commencé vraiment au Canada. On est encore une compagnie canadienne. On gère beaucoup d'actifs à travers le monde, beaucoup d'employés, des actifs qui sont dans les propriétés, l'infrastructure. On investit dans des entreprises. Et puis, plus spécifiquement, dans la division pour laquelle je travaille, qui est Brookfield Renewable, ou Énergie Brookfield, c'est celle qui est la 3e division. On a 68 milliards d'actifs sous gestion. Ces actifs-là incluent des barrages hydroélectriques, des panneaux solaires, des fermes éoliennes. Et puis, on commence à travailler dans le domaine des batteries. On est très sérieux dans le domaine de la transition énergétique. Et puis, on investit. Cet argent-là qu'on investit, c'est un fonds aujourd'hui qui a été piloté par Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de Londres, qui est maintenant chairman de la compagnie. Mark Carney a trouvé des investisseurs, a trouvé l'année dernière 15 milliards de dollars pour investir dans la transition énergétique. Alors, on veut déployer du capital, on veut travailler avec des compagnies, trouver des partenaires qui vont nous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce fonds-là, qui était le plus grand l'année dernière, au mois de mai-juin, dans ce coin-là, est presque tout déployé avec une transaction qui s'en vient en Australie, peut-être, qui est publique, qui est avec une compagnie qui s'appelle Origin Energy, qui est le numéro 2, possiblement de l'énergie en Australie, qui opère beaucoup d'actifs au charbon. Alors, Brookfield Renouvelable arrive là-dedans, va investir, veut commencer à faire la transition du charbon, puis mettre des énergies renouvelables, se servir des actifs de cette compagnie-là, sa distribution, sa transmission, ses clients. Alors, c'est le genre de choses qu'on fait. Puis, si on parle encore de ce fonds-là de 15 milliards, les autres genres d'investissements qu'on a fait, c'était dans la capture du carbone. On a mis quelques milliards dans la capture du carbone, 2 technologies en particulier, Entropy et puis LanzaTech, 2 technologies différentes, une canadienne, une américaine. On fait aussi, on est dans le domaine des biogaz, bioénergie, et puis une compagnie qui s'appelle CalBio. Donc, on a mis un placement dans CalBio, toujours dans le but de développer ces technologies-là, accélérer la transition énergétique, puis évidemment avoir un retour pour nos investisseurs. Un des différenciateurs, et là on va voir les actifs, c'est qu'on opère, puis on possède ces actifs-là. Donc on a des employés du engineering, on va construire, on va aider à la construction en trouvant les bons partenaires, on va gérer les projets, on va opérer ces centrales-là. Puis l'exemple le plus près d'ici, c'est la rivière aux Lièvres, où on a 4 barrages, 263 mégawatts. Puis on vient de faire un contrat avec Hydro-Québec pour vendre un contrat d'approvisionnement de 40 ans à l'électricité qui représente, je crois, 1,5 TWh ou l'équivalent de 90 résidences. Donc c'est un beau contrat, puis ça nous permet d'aider Hydro-Québec avec la capacité de son réseau. Et puis on veut déployer maintenant le solaire, l'éolien au Québec et partout à travers le monde. Alors c'est tout pour moi. On passe à la période des questions? Non. Sinon, c'est le lunch, c'est OK, ça? c'est ça.
Alors là, j'avais dit que j'avais des Merci. bons panélistes, puis c'est vrai, ça va être très facile et surtout fascinant de les entendre. Je commence avec M. Roberge, qui a joint Greenfield Global en 1997, qui est vice-président exécutif de l'unité d'affaires d'énergie renouvelable. Il a été promu vice-président. Avant ça, il était directeur d'élaboration de projets depuis 1997 à 2005. Finalement, directeur général de l'installation de Varennes de 2006 à 2016. Je l'ai visité et c'est super fascinant. Ils vont en parler, mais c'est vraiment un concept circulaire où on produit plein de choses qui tous travaillent ensemble. Alors, bienvenue, M. Roberge. Tu n'as pas suivi le plan de match, tu es supposé te présenter Daniel en premier. J'allais dire bienvenue, M. Roberge. Bonjour, M. Dagenet. Bon matin. Bon matin. Alors, M. Dagenet est vice-président à la performance portuaire et au développement durable. Puis, à ce titre, il est responsable des portefeuilles de dossiers pour les directions de l'environnement, de la planification du territoire portuaire, de la veille stratégique, de l'innovation des opérations maritimes et de la protection portuaire et de la continuité des opérations. Ça fait beaucoup de choses à faire. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez un peu comment tout ça se fait dans une journée. Bien, merci beaucoup. Bien, bienvenue à tous. C'est super, c'est intéressant de vous voir. La salle est presque complète. Là. Je vois qu'il y a des gens debout. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous voulez rester debout, tant mieux. Je vais faire pareil comme vous. Je pense que Jean veut faire la même chose aussi. Juste par lever de la main, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà visité des ports à travers la planète ou le port de Montréal, le port de Québec? Quelques-uns d'entre vous? Ah, c'est intéressant. Bon, bien, tant mieux. Dans ce cas-là, on ne partira pas d'un point totalement inconnu, mais les premières diapositives sont des diapositives de propagande, en quelque sorte, si on veut, en la blague. Mais c'est un peu pour décrire le port et l'administration portuaire, ce qu'elle fait. Et donc, le port de Montréal est situé sur l'île de Montréal, principalement 26 km de berge, avec des installations tout aussi diversifiées que les communautés qu'on voisine dans le secteur. En partant de l'ouest, dans le secteur de Ville-Marie, où l'arrondissement Ville-Marie, soit essentiellement le Vieux-Montréal, près du centre-ville, c'est véritablement le berceau du port de Montréal, il y a plus de 200 ans déjà. Et puis, on se décline vers l'est, où il y a naturellement tout l'héritage qui a été laissé par les pétrolières, les raffineries qui étaient dans le secteur. Un port qui, essentiellement, a plus ou moins 1000 hectares de terrain sous gestion. 60% de notre propriété ou de notre territoire foncier se trouve sur l'île. Dans le petit encart, la petite inclusion, en haut à droite, c'est 40% de notre territoire qui se retrouve à Contrecœur. Contrecœur qui est véritablement, en fait, un lieu d'expansion pour le port de Montréal. On est en opération à Contrecœur depuis très longtemps. On alimente essentiellement ArcelorMittal, Yara pour l'engrais, bien entendu, mais c'est le site de notre croissance pour les conteneurs au cours des prochaines années. Donc, le port de Montréal est un port diversifié. Diversifié parce qu'il reçoit toutes sortes de marchandises containerisées, non containerisées, vrac. On est un port équilibré, vous le voyez là à l'écran. On a des parts de marché, plus ou moins entre 30 et 40% chacun des segments. On reçoit aussi des dizaines de milliers de passagers. Une industrie qui se relève du COVID, parce que pendant 2 ans, il y a eu littéralement un arrêt de cette activité-là au port de Montréal, qui est une bonne source de revenus, mais certainement une bonne source de revenus pour les communautés, mais la communauté d'affaires, le tourisme autour de Montréal. Le port de Montréal reçoit très peu en termes de revenus liés à l'activité de la croisière. En contrepartie, chaque passager qui vont transiter à travers nos installations, qui vont aller soit gagner un avion ou prendre une nuit à un hôtel, vont laisser dans leur sillon à peu près 400 $ en économie directement en dépenses sur le territoire. Donc, c'est quand même assez substantiel. Mais on se remet de la COVID. Vous avez une petite inclusion en bas pour vous montrer un peu le fait qu'on a essentiellement, on a fait un plateau à peu près 40 millions de tonnes au cours des dernières années et on a baissé. Le port de Montréal est souvent connu pour être un moteur économique, mais ce matin, quand j'écoutais parler tantôt, on est à peu près 4000 fois plus petit que Brookfield. On est une PME. Le port de Montréal est une PME, 130-135 millions de dollars de revenus, 260 employés. On est une petite organisation. Mais comment on fait pour bouger 35 à 40 millions de tonnes? Mais en fait, vous avez compris, ce n'est pas nous. C'est nos locataires, c'est les exploitants de terminaux qui bougent cette marchandise-là pour le bénéfice de la communauté, soit par des produits de consommation, des vracs liquides qui vont être raffinés, distribués, vendus ou distribués vers les Grands Lacs, des céréales qui viennent de l'Ouest, qui arrivent au port de Montréal et qui vont transiter vers l'océan. On est le deuxième port en importance au Canada, après Vancouver. On est littéralement le seul port à conteneurs véritablement sur le Saint-Laurent à faire des marchandises internationales. Et on emploie, l'industrie et le commerce ou le secteur que je représente emploie à peu près 19 000
personnes, ou créer 19 000 emplois directs et indirects. Une des particularités du port de Montréal, c'est souvent ce qu'on dit quand on se met de l'avant, c'est qu'on permet aux marchandises de connecter dans un bassin de population de plus de 110 millions de consommateurs, soit par voie terrestre ou soit par voie maritime, à l'intérieur du continent. Mais le port de Montréal, c'est d'abord et avant tout un outil d'exportation phénoménal. Les vols portuaires sont toujours spéciales. Pourquoi? Parce qu'elles finissent par relier le Canada vers plus de 140 pays dans notre cas, un peu partout. Le port de Montréal est d'abord connu pour sa liaison vers l'Europe du Nord, qui est véritablement la porte de prédilection pour l'Amérique. Mais aussi, depuis quelques années, notre réseau s'est étendu, il s'est diversifié, autant par les ports que par les ports des ports et par la connectivité. Ce qu'on a vécu dans le milieu du passager il y a quelques années, où on transite toujours par Chicago pour aller à Los Angeles, où on transite par Atlanta pour aller en Caroline du Nord, bien aujourd'hui, vous le retrouvez dans la marchandise containerisée aussi. Aujourd'hui, le port de Montréal rayonne vers la Chine, vers l'Inde. En fait, cette année marque un élément important pour nous. Pour la première fois, l'Allemagne n'est plus notre premier partenaire de choix en termes de volume et de valeur, mais c'est l'Inde. 30 des marchandises qui transitent par le port de Montréal containerisé viennent de l'Asie. Donc, littéralement, le port est vraiment un outil global à l'échelle mondiale et naturellement aussi l'Amérique du Sud joue un rôle à travers des canaux comme le canal de Suez et le canal de Panama. C'est quoi tout ça avec le lien avec l'énergie? Bien, j'y arrive doucement. Le port est un lieu de convergence modale. Les navires viennent chez nous, 2000 navires par année. Il y a des trains qui transitent, qui amènent des marchandises et qui quittent avec d'autres marchandises, 60 à 80 trains par semaine pour le CN et le CP. Et des milliers de camions tous les jours, des dizaines de milliers de camions par semaine, des centaines de milliers de camions par année viennent et prennent des marchandises au port de Montréal, un lieu de convergence très important, un achalandage qui revêt une importance, surtout quand on veut faire de l'intégration de nouvelles sources d'énergie. La décarbonation pour le port de Montréal, c'est un élément super important. Pourquoi? On veut réduire notre empreinte de carbone, certes, mais on veut répondre à la demande à la fois de celle de nos clients, mais les clients de nos clients. Aujourd'hui, les consommateurs exigent des solutions vertes, exigent des solutions bio, sont de plus en plus exigeants, de plus en plus informés. Donc, on doit travailler constamment à réduire notre empreinte carbone. 37 des émissions de CO2 sont attribuables au transport à l'échelle mondiale. 2 des GES sont attribuables directement au transport maritime à l'échelle mondiale aussi, selon l'Agence internationale de l'énergie. Et quand je ramène ça à une échelle un peu plus humaine et un peu plus locale, on entendait récemment 40 des émissions de gaz à effet de serre dans la province sont liées au transport. Et il y a une partie qui vient naturellement du transport maritime. Et au port de Montréal, 70 des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du port proviennent de navires. C'est important. Donc, je ne peux pas l'ignorer, même si c'est un élément qui risque de changer de façon générationnelle. La réalité, c'est que même si je voulais d'une baguette magique tout changer ça serait très difficile, puis on va aborder les défis tantôt, mais c'est éminemment difficile. Qui plus est, plus de la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des navires sont des émissions qui sont directement liées lorsque les navires sont à quai, lorsqu'ils sont amarrés. Et donc, ce n'est même pas un enjeu de mobilité, mon défi, c'est un enjeu littéralement d'amener une autre source d'énergie, et vous l'aurez compris. Ce matin, le ministre Fitzgibbon l'a parlé, l'électrification. Donc, au port de Montréal, le début de la transition énergétique, c'est d'abord produit par l'électrification à la fois des navires, à la fois par les équipements de manutention et les camions et les véhicules qui transitent à travers nos installations. C'est un calcul qui est éminemment compliqué à faire. Pourquoi? Bien parce qu'on peut calculer les gaz à effet de serre, mais si je suis vraiment inclusif, bien, je devrais considérer l'origine et la destination de ces camions, ce qui est quasiment impossible pour nous de le faire, et l'origine et la destination des navires, que je connais, mais les marchandises transportées par ces navires-là, ça, c'est un peu inconnu. Fait qu'il y a quand même un peu de flou autour de ça. Mais si je ramène sur ce qui est connu, puis je peux travailler sur ce qui est connu, bien, ça sera déjà une avancée importante.
pour arriver à la décarbonation, surtout du milieu maritime, il y a toute une série de forces en jeu à l'échelle internationale. L'OMI, l'Organisation maritime internationale, a émis au cours des dernières années des lignes directrices et a annoncé un protocole puis un schéma de pensée qui va doucement amener vers la décarbonation en 2050. Ce n'est pas demain matin, mais il faut au moins commencer par un début. Mesurer doucement, faire la transition, inclure à bord des navires des équipements qui peuvent nous permettre de réduire les gaz à effet de serre, qui peuvent permettre aux armateurs d'utiliser des sources d'énergie alternatives. Ce concept-là semble un peu théorique, mais il a déjà fonctionné pour l'industrie maritime. Il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, lorsque l'OMI a sorti ses lignes directrices pour le contenu en soufre dans le carburant, tout le monde a dit il va se casser le nez, se casser les dents, rien ne va arriver. Aujourd'hui, tous les navires qui rentrent sur le plateau continental en zone ECA utilisent des carburants à teneur de soufre réduit et de ce fait même polluent moins l'atmosphère. L'objectif et la méthode est relativement la même. Doucement ramener un entonnoir et serrer les armateurs à faire une transition. Les armateurs sont conscients de ça et ils ont décidé d'emboîter le pas. Même dans certains cas, ils devancent l'échéancier de 2050 en 2040, comme c'est le cas de Maersk, par exemple. La stratégie retenue par les industries ou les armateurs du milieu maritime, c'est de créer des corridors verts. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne changera pas tous les navires d'un seul coup et le carburant ne sera pas disponible partout. Donc, on fait des binômes de ports entre deux continents. On se dit, dans ce corridor, on va mettre des navires qui sont adaptés. Dans ce corridor, dans les ports, aux deux extrémités de ce corridor, on va mettre des carburants, des bioénergies, des carburants plus propres, moins émissifs, de l'ammoniac, du méthanol, des biocarburants provenant de sources non alimentaires, puis ainsi de suite. L'objectif, c'est de doucement amener l'ensemble de l'industrie à se transformer. Et si vous regardez le diagramme, bien vous allez vous rendre compte qu'il y a des corridors verts entre l'Asie et l'Amérique du Nord à partir de l'Ouest, de l'Europe vers l'Amérique du Nord à partir de l'Est, de l'Asie vers de l'Europe, de l'Asie vers l'Asie. En fait, il y a des corridors qui commencent à naître un peu partout à travers la planète et l'objectif, c'est de décarboner l'ensemble. À l'échelle plus locale, le port est impliqué dans l'initiative Partenariat Climat Montréal. Le port de Montréal exploite un port, certes, mais on a aussi 60 bâtiments. Donc, on est préoccupé par l'empreinte carbone de nos bâtiments. Donc, les bâtiments LEED, les bâtiments net zéro, les bâtiments qui consomment mieux, consomment moins, ça fait partie de nos préoccupations. Et le port de Montréal va bientôt sortir sa feuille de route en termes de décarbonation, puis on va se coller sur le défi carboneutralité ou le carboneutre du Canada pour se donner la chance d'arriver à une carboneutralité de l'ensemble de nos activités sur le port de Montréal. Qu'est-ce que ça a à voir avec le hub? Bien, si on est un point de convergence, on est un endroit où tout le monde peut venir chercher des sources d'énergie. Donc, mon intérêt dans l'activité de Jean, mon intérêt dans l'activité de l'Hydro-Québec d'amener de l'électrification chez nous ou de l'hydrogène, c'est de fournir l'ensemble de ces énergies-là à mes joueurs et de demeurer agnostique par rapport à l'application qu'ils vont en faire. Je n'ai pas d'a priori, je ne juge pas, mais une progression, c'est ce que je veux. Je vais être en mouvement constamment. On est prêt à faire des investissements. On n'est pas dans l'industrie de l'énergie. On n'exploitera pas jamais un parc de réservoirs où on ne fera jamais de la transformation énergétique. La mission du port de Montréal n'est pas là. Mais on est prêt à prendre des risques, calculer, puis à la hauteur de notre capacité financière, vous l'aurez compris, pour amener nos clients à adhérer à des pratiques et des procédures ou adhérer à des sources d'énergie qui sont moins émissives. C'est ce qu'on fait en ce moment avec des partenariats portuaires, les corridors verts, des partenariats avec des entreprises, des partenariats avec des fournisseurs de services, mais aussi des gens qui font de la recherche dans le milieu pour avancer notre connaissance, puis naturellement développer la filière bioénergie et l'hydrogène vert. On capitalise aussi sur la technologie. Et là, je ne parle pas de la technologie énergétique, mais celle de la fluidité, celle de la logistique. Et puis là, bien, naturellement, on veut amener plus de fluidité à nos installations. Comment? Avec de l'intelligence artificielle, coordonner mieux, perdre moins de temps
Ne pas courir pour être obligé d'arrêter, mais toujours être en mouvement pour arriver au bon moment, puis au moment critique pour nos opérations. Les corridors verts, c'est pour nous une porte d'entrée excellente pour les bioénergies. Pourquoi? Parce que c'est pour nous la façon aussi de concrétiser l'idée d'amener l'ensemble des joueurs à réfléchir sur la façon de mieux consommer au cours des prochaines années, puis de réduire nos gaz à effet de serre, de se mesurer, puis d'avoir une mise en partage de nos réels besoins à travers différents forums de productivité et de performance, dont entre autres celui avec nos opérateurs de terminaux et les chemins de fer, où là, littéralement, on veut un arrimage beaucoup mieux, puis un arrimage complet. Tu me dis quand j'ai... Parce que Moi, je trouve que ça va bien. c'est bon? Ça va bien, OK. C'est pas mal bon. C'est Continue. bon. C'est ma première en plus. Non. S'il y a 3 éléments que vous devez retenir ce matin, après que je vous ai parlé, 3 éléments. 1, on a un plan. Pas juste nous, en fait, je devrais dire, nous avons des plans. L'ensemble du secteur maritime a des plans. Nos manutentionnaires de marchandises ont des plans pour la décarbonation de leurs activités. Les armateurs ont des plans et des objectifs à l'échelle planétaire. Ils cherchent des partenaires et des fournisseurs de services et des fournisseurs de produits ici comme ailleurs. Donc ça, c'est important à comprendre. Les rôles des producteurs d'énergie renouvelable sont importants pour nous. Pourquoi? Parce que c'est aussi une façon de nous mettre le port de Montréal en valeur, puis de répondre aux besoins que le consommateur ultime veut, une chaîne logistique verte. On rêve du jour où on lèvera des produits sur des tablettes et on regardera derrière, pas le contenu en plastique ou de quel pays il vient, mais quelle est sa charge en carbone, quelle est sa charge environnementale. Et là, à ce moment-là, le consommateur, non seulement il parlera avec ses paroles, mais il parlera aussi avec son portefeuille et il achètera le produit qui est le plus éco-responsable. Et à ce moment-là, c'est là où les chaînes vertes prendront toute leur valeur et ça va nous permettre de vraiment utiliser l'ensemble des technologies, mais l'ensemble des ressources que tout le monde met à notre disposition. Le rôle des gouvernements, ce matin, on a parlé un peu de financement. Moi, je vous dirais, le rôle des gouvernements, il est à plusieurs niveaux. Un qu'on parle moins souvent, c'est tout ce qui a rapport avec la réglementation. Si aujourd'hui, le méthanol peut facilement se déplacer vers un navire et être chargé à bord, je peux vous assurer que ce n'est pas la même chose pour l'hydrogène et c'est encore plus c'est tout aussi compliqué pour l'ammoniac, en quelque sorte, pour faire du transbordement. Donc, on doit demander au gouvernement d'amender leur règlement et de se mettre au goût du jour pour justement adopter des pratiques et des procédures et des règlements qui sont cohérents avec les besoins et les défis qu'ils nous donnent. Je complète avec ça, mon cher ami. Merci beaucoup. Merci à vous. Super belle présentation. Merci. Une personne qui n'a pas besoin d'introduction. Jean-Robert, je l'ai déjà présenté de toute façon. Puis je vais rester assis. OK. Parce que je bouge beaucoup quand je parle, puis je trouve que la marche est haute pas mal. Pas de tape. Faudra pas que tu viennes me ramasser. Faut aller en bas. Comprends-tu? Là, disclaimer, si on donne 10 minutes, puis... Ça rappelle l'assureur. c'est ça. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Le titre, dans le fond, est Hub de production en bioénergie et hydrogène vert. Évidemment, on va le faire dans le contexte du transport maritime. Alors, je vous dis en partant que je ne sors plus jamais de seul parce que je vieillis. Alors, je suis accompagné de 1, 2, 3, même 4 personnes. Alors, vous avez en avant ici Alain Lefebvre, qui est notre vice-président stratégie et relations gouvernementales. Le beau gros monsieur qui sourit, c'est Sylvain Trépanier, directeur général et vice-président de Biogaz EG. En passant à ceux tantôt qui ont assisté au panel de la bioénergie, la biométhanisation, si vous avez des questions, vous voulez visiter une usine qui fonctionne extrêmement bien, sans odeur, totalement acceptable socialement, vous pouvez parler avec Sylvain. Martin, est-ce qu'il est ici? Martin Goupil? OK. Stand up and take a bow. OK. Alors, Martin est directeur général de la CEMEC. Et je vois Richard Gagnon, qui est notre vice-président, directeur général de l'unité d'affaires énergie renouvelable. Moi, je placote, puis lui, il gère le business. C'est comme ça qu'on travaille ensemble. Good. Et je suis très fier d'avoir un partenaire qui s'appelle M. Duport de Montréal, Daniel. Alors, mon piton de site, c'est tout le temps celui d'en bas. Hein? Oui. Je vais aller vite au début, parce que ça fait longtemps que vous m'entendez rattader mes affaires, mais je veux être capable de vous relier le site de Varennes à l'intérieur, effectivement, du hub qui est en devenir, puis qui est long entre le port de Montréal à Montréal et le port de Contrecœur. C'est étiré comme ça.
On va relier ce que je vais vous dire aux objectifs de Daniel tantôt. Tu cites? Par là-bas, qu'a dit? Hein? Tu me dis ici, mais en haut. Non, je fais le bas. Ouais. En bas. Par là-bas. Là. Ouais, j'avais du succès. Ah, lève-le. Tu as eu du succès à votre Non, mais pause. je vais- Alors, j'ai tout le temps la même introduction ici. Je vais là-dessus, je vais aller vite. Essentiellement, Greenfield existe depuis 1988. On est le plus grand producteur d'alcool au Canada, tout grade confondu. Et au cours des dernières années, dans le fond, on a diversifié nos activités pour faire un virage très important dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a juste 2 mots pour nous, énergie, renouvelable. C'est l'énergie, oui ou non, renouvelable, oui ou non. Si c'est les 2 mots qui sont valables, bien, ça rentre dans notre unité d'affaires. Présentement, on a des installations au Canada, en Ontario, au Québec. On a des installations aux États-Unis ainsi qu'en Europe, en Irlande. Aujourd'hui, l'installation que je vais vous montrer, on produit l'éthanol de grade carburant depuis 2007. On est dans le domaine de la production de GNR depuis 5 ans, en association avec la CEMEC. Et les projets qu'on développe, qu'on va parler tantôt, ben, sont au niveau à la fois de l'hydrogène et du méthanol. J'expliquerai pourquoi. Et également, davantage possiblement de production de GNR de synthèse, on appellera ça de 3e génération, ainsi que éventuellement les carburants d'aviation, quand je vous expliquerai pourquoi est-ce que la plateforme est développée comme ça. Flouk. 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 Flic. Oh! OK. Ça, c'est la deuxième. Vous avez certainement entendu parler de l'appel d'offres du gouvernement concernant les appels d'intérêt préliminaire pour la production d'éco-centres énergétiques au Québec. Alors, les appels d'offres ont été lancés à l'automne. Beaucoup de monde dans la salle ici ont répondu. Et théoriquement, ben, on devrait avoir les réponses, pas les réponses, oui, les réponses, en vertu en fonction, c'est-à-dire d'un appel d'offres formel pour des propositions pour les hubs. On va prendre le mot hub, c'est plus court ce matin. Alors, théoriquement, si elle nous avait dit que ça sortirait les demandes de propositions au premier trimestre de 2023, on est rendu au 3 quarts, parce que j'imagine que ça va sortir bientôt, et que les groupes qui seraient retenus ben, seraient connus d'ici à l'automne. Je ne sais pas si ce matin, M. Fitzgibbon faisait allusion qu'il voulait accélérer le processus ou pas. Je ne le sais pas. Mais tantôt, je vais vous dire, finalement, lorsqu'on parle du hub de Varennes, intégrer les objectifs du port, comment est-ce qu'on fait ça ensemble? Tu avais une fois fait. Tu es capable de changer? Oups! Ben là, recule. Avance. Bon, OK. Alors là, je suis strictement au niveau des écosystèmes. Ceux qui ont fait les propositions, ben, vous savez de quoi on parle. Et puis, dans le fond, ben, c'est d'encourager globalement la production locale d'hydrogène vert et des bioénergies. Puis je reparlerai tantôt de l'hydrogène. Réduire l'empreinte carbone, favoriser les partenariats avec les entreprises, susciter le développement régional, etc. Dans le fond, ce qui ça veut, c'est dans ces hubs-là, de commencer à parler d'énergie circulaire, d'impliquer l'ensemble des intervenants. Et c'est des critères qui sont extrêmement importants dans la sélection. Et M. Fitzgibbon a une fixation sur les retombées économiques. Alors, peu importe les critères que vous lisez dans le papier, mettez donc vos retombées économiques en tout premier lieu, il va peut-être arrêter de le mettre là, lui. Okay? Je continue. Changer. Oups! OK. Ça, c'est la photo qui est réelle aujourd'hui. Alors, on voit en haut là, la distillerie, qui est notre production effectivement d'éthanol. On voit l'Indé à côté, parce que tout le CO2 biogénique aujourd'hui est valorisé en glace sèche, ainsi qu'en effervescence pour les boissons. On voit à la base le centre de biométhanisation de la CEMEC, qui a produit à la fois du biogaz, qui lui est utilisé strictement après avoir été asséché et purifié du soufre, utilisé chez Greenfield partiellement en déplacement de gaz naturel. Et on a, depuis quelques mois, la production de GNR, injection, à la raison de, nominalement, 4 000 m3 par année, 4 millions de mètres cubes, de GNR directement dans le réseau d'énergie. Puis je vous parlerai tantôt de nos autres projets dans le domaine. L'îlot 700, on le marque tout le temps. C'est un projet qu'on a fait avec les gens du MRN dans le temps. Philippe est là.
C'est une petite distillerie expérimentale où on analyse, par exemple, des matières alternatives de production, on vérifie les nouvelles levures, etc. Et c'est disponible aux universités, beaucoup, puis c'est là qu'on produit de l'éthanol cellulosique sur une base expérimentale. On voit en arrière, c'est correct aussi. Oups, non, c'est correct, vas-y. Vas-y. OK, good. Ça, comme j'ai déjà dit dans une conférence, je n'ai pas pris ça dans une revue. C'est l'expression graphique de notre vision de développement. C'est pas moi qui fais ça pantoute, c'est tout Alain qui me l'a monté. Alors, à gauche, on voit effectivement les deux installations existantes que je vous montrais tantôt. Le projet Note Zéro, c'est le projet qui est là pour agrandir la distillerie en tant que telle, monter la production d'alcool de grade carburant à 260 millions de litres par année, production davantage de CO2 biogénique, je vous dirai ce qu'on va faire avec ça tantôt, production d'une drèche protéinique à très haut niveau. Alors, au lieu d'alimenter nécessairement les marchés traditionnels du porc, du poulet et des bœufs, ben, on est capable à ce moment-là de pénétrer le marché, entre autres, de la pisciculture et nourriture pour animaux, qui est un marché beaucoup plus lucratif, et l'huile qui va dans la production de biodiesel. Je ne sais pas si Simon, es-tu ici? OK, bon. Alors, on a un bon client là qui fait avec notre huile du biodiesel. Merci beaucoup, M. Simon. Es-tu content? Good. OK. Après coup, on a un projet qui est le projet Menthol. Et ça, c'est un beau mot. Notre projet. T'as peur, hein? Alors, l'objectif en tout premier lieu, c'est la production d'hydrogène. On parle d'un électrolyseur de 60 MW. Il y a une première portion d'hydrogène qui va être dédiée au marché traditionnel, soit la chimie verte, appelons ça comme ça, la décarbonation industrielle, ce genre d'utilisation-là, et il y a une bonne production qui va aller à la production de méthanol vert. Pourquoi le méthanol? Parce que lorsque je parlais tantôt de l'ensemble de la plateforme, quand on produit du CO2 qui est biogénique, donc qui est carboneutre, en le combinant avec l'hydrogène, on produit un méthanol. Avec l'hydroélectricité, on a un méthanol qui est extrêmement bas en termes d'indice carbone. Richard, je dis tout le temps moins de 8, mais c'est 2 ou c'est pas pantoute? En bas de 10. OK, il est plus conservateur comme moi. Il est bon, il va faire une bonne business. Donc, vraiment bas, qui permet effectivement des applications, je dirais, relativement immédiates. Et le marché le plus proche, c'est effectivement le marché du transport maritime. Il faut monter le business, on va en parler tantôt. Et il y a un autre projet aussi. Vous avez vu la fixation de M. Fitzgibbon sur le GNR. Alors, le gouvernement a tout mis des cibles, je dirais, agressives de GNR dans le réseau. C'est difficile à atteindre. Les programmes municipaux n'ont pas tous répondu à l'appel. Et il y a possibilité, à la fois, lorsqu'on dit de faire du méthanol, aussi, par certains procédés, de combiner l'hydrogène avec le CO2 biogénique pour faire un CH4 directement injectable dans le réseau. C'est quelque chose qu'on pense à développer. Au niveau, effectivement, de la CEMEC, il y a le biogaz qui est produit aujourd'hui qui va chez Greenfield. Il y a le GNR qui va chez Énergir. Il y a le Digesta qui va chez Terre agricole. Puis ça ne sent pas pantoute en passant. Et il y a possibilité également de récupérer le CO2 de l'upgrade, on va dire ça en français, l'épuration du biogaz pour en faire un GNR. Aujourd'hui, le CO2 est strictement relâché à l'atmosphère. Lorsque la caractérisation sera faite, on analysera aussi la possibilité de le valoriser. Et ça sera une première de prendre le CO2 d'une usine de biométhanisation, de le combiner à l'hydrogène pour faire un méthanol qui peut-être alimentera un bateau qui arrive dans l'air. Pas pire, hein? Good. Tout est dans tout. Fais-moi pas rire. Oups, OK. Ça, c'est la propriété de Greenfield à Varennes. Tantôt, je vais vous montrer d'autres photos. Mais ce qui est important de noter, c'est que du côté droit, il n'y a pas de pointeur là-dessus. Du côté droit, en haut, on voit sur le verre notre distillerie existante.
on voit la CEMEC du côté droit du chemin et la portion verte qui va jusqu'au Cap Saint-Michel. Cap Saint-Michel, sur la voie maritime Saint-Laurent, c'est un cap important où il y aurait la possibilité chez nous d'avoir non pas un quai, mais une jetée. On voit, il y a une petite ligne blanche là, dans l'eau. Et ça nous permettrait d'avoir possiblement des barges. On est en train d'en discuter. Et ça nous permettrait, outre le transport terrestre et le transport ferroviaire, parce qu'on a la voie ferrée sur le terrain, d'être capable de transporter certains produits à partir de là par des barges. Donc, on réduirait le volume de camions et ça permet aussi de s'ajuster à certaines opérations du port de Montréal. Pas pire, je connais? Ça a l'allure. Dont le mazoutage par l'eau. C'est comme ça qu'on dit ça? Oui, absolument. À peu près 2 minutes. Tu les en pries? Tu en parleras de ça tantôt. Ton bateau, ça va te faire. OK? Good. Good. Ça, c'est une slide que j'ai volée à mon maire. M. Danfous a fait une présentation ensemble il y a quelques semaines. Évidemment, lorsqu'on parle de hub sur la rive sud, ben, on l'a fait autour de la ville de Varennes, qui est extrêmement actif. Alors, Martin est tout le temps, je dirais, fier de présenter sa ville, puis je l'ai volé sa slide. Alors, lui, il se positionne en disant, Varennes, là, c'est un joueur incontournable dans la transition énergétique québécoise. Puis c'est ce qu'il dit à M. Fitzgibbon aussi. Et la ville s'est développée, dans le fond, par l'achat de terrain. Entre autres, toute la propriété anciennement de Pétromont, lorsqu'il a été démantelé, etc. Aujourd'hui, ce terrain-là est déjà tout vendu. Je vous montrerai tantôt les entrepôts qu'il y a là-dessus. Ça fait partie directement de la zone industrielle-portuaire Contrecœur-Varennes. C'est comme ça qu'on le véhicule. Et puis, évidemment, ben, la ville de Varennes, et en même temps Greenfield et le port, on a tous déposé chacun notre candidature pour les écosystèmes énergétiques. Donc, on va se jaser beaucoup dans les prochains mois. Et évidemment, c'est dans le cadre du port de Montréal à Contrecœur, un ambitieux projet de carboneutralité par 2030. Ça, c'est mon maire qui a dit ça. Okay? Moi, je le soutiens, mais je vais t'aider avec ça parce que ça ne marchera pas tout de suite. Ça ne marchera pas tout seul. Non. J'attends une petite minute. Oh! Bon. Une petite minute. Merci une minute. Ouais. Tu es fou? Ça, j'ai mis la carte géographique pour vous montrer effectivement l'interrelation. On voit le port de Montréal, on voit le port de Contrecœur. Ces containers, il faut que ça aille à quelque part à un moment donné, il faut que ça soit redistribué, il faut que ça soit entreposé. Aujourd'hui, déjà, dans le parc industriel de Varennes, il y a des entrepôts importants. Par exemple, Costco. Pour ceux qui pensent peut-être sur la 132, on le voit, c'est énorme. Présentement, ils doublent leur surface d'entreposage. On a le centre de distribution et le siège social de Jean Coutu à Varennes maintenant depuis quelques années. Vous le voyez à partir de la 30. C'est big. Transport Robert sont en train de compléter la construction d'un entrepôt réfrigéré entièrement robotisé. C'est big aussi. C'est tout orienté en fonction des opérations qui viendront dans le temps du port de Contrecœur. Et un des objectifs, c'est pour ça que j'ai mis la carte, il faut transporter la marchandise de Contrecœur aux entrepôts de Varennes. Ça va se faire via l'autoroute 30. Et l'objectif, il faut que l'autoroute 30 soit, elle, verte. Donc, à même titre qu'on parlera tantôt de carburant d'aviation, c'est-à-dire de maritime, il faut aussi que l'entourage lui-même le devienne. Donc, tout le transport qui se fera entre Contrecœur et Varennes, on va se débrouiller que ça soit vert. Là, tu me pousses-tu, là? Un petit peu. C'est toi qui me pousse. OK. Good. Alors, lorsqu'on parle dans le secteur maritime, il y a une chose qu'il faut penser. Tantôt, Daniel a été très, très éloquent dans sa présentation. C'est un nouveau secteur d'activité qu'il faut monter de toutes pièces. C'est compliqué. C'est international, c'est les normes, etc. Puis, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. En anglais, il n'y a pas de silver bullet. Je pense qu'il ne faut pas travailler en silo. Il faut mettre tout le monde au travail. Par contre, il y a des endroits où ça sera plus facile. Exemple, lorsqu'on parle d'hydrogène, tout le monde en parle, etc., tout le monde veut en faire. C'est pas aussi simple que ça que de charrier de l'hydrogène. C'est pas demain matin qu'il y aura un bateau qui va marcher avec ça non plus. Par contre, il y a des vecteurs de transport énergétique. L'ammoniac et le méthanol en sont deux, connus.
Puis le méthanol, entre autres, est le plus simple aujourd'hui. Right? Il y a plusieurs, d'ailleurs, compagnies de maritimes qui l'utilisent déjà. Beaucoup de bateaux qui ont été commandés en tant que tels. Alors, une des choses importantes, c'est la notion de l'indice carbone. C'est une façon de mettre tout le monde sur le même pied et il faut être capable de démontrer l'ensemble du cycle de production, de quel indice carbone on parle. Là, je vais aller plus vite parce que ça t'énerve, mais... OK. Alors, si j'ai mis quelques slides juste d'informations bien générales, puis je dois admettre que j'ai zéro mérite là-dedans, parce qu'on a un ancien employé de Daniel qui nous aide beaucoup, qui s'appelle Jean-Luc Bédard, qui est l'ancien capitaine du port de Montréal. Alors, tout ce que je connais, moi, c'est le mot port, mais Jean-Luc, il en connaît pas mal plus. Alors, ici, ce que j'ai voulu faire dans 2-3 slides, je vais aller rapidement, c'est de voir les comparaisons entre les différents carburants de remplacement, puis quels sont les obstacles. Lesquels qu'on peut utiliser tout de suite, puis lesquels qui sont plus dans le temps, puis c'est où le développement. C'est très clair lorsqu'on parle, par exemple, de gaz naturel liquéfié, de biodiesel, c'est déjà utilisé. Le plus proche par rapport à ça, effectivement, ça sera le méthanol. Et puis, dans un certain temps après, probablement l'ammoniac. Alors, c'est comme ça. L'autre élément, au niveau de l'élément de toxicité, ça devient extrêmement important. Parce qu'on parle de carburants qui sont nouveaux, dérivés d'hydrogène, évidemment, et c'est pas aussi straightforward qu'on peut penser. C'est pas un drop-in en partant, ça c'est très clair. Il faut penser à l'indice de flammabilité, il faut penser à l'indice de toxicité. Alors j'ai pensé que peut-être que ça pourrait vous intéresser éventuellement de discuter ces choses-là. Mais quand c'est le temps que nous, on parle sérieusement d'alimenter les clients de Daniel, il faut répondre à tous ces critères-là, puis ça demande pas mal de jugeote. Là-dessus, je dois vous dire qu'on a un programme de recherche avec l'Institut maritime, dont Alain pilote. On va le commencer bientôt. Et l'idée, serait de développer un carburant de remplacement qui, lui, on n'aura pas un indice carbone de 0, mais peut-être autour de, pas trop, moins une trentaine, à peu près comme ça, ou pour être capable d'utiliser un carburant de remplacement temporairement, en attendant d'avoir des carburants plus performants, on aurait un mélange de méthanol, de biodiesel et... Comment tu dis ça, ton diesel marin? C'est quoi ton beau mot? MDO, le diesel, le bunker, tu peux dire? Pas le bunker, le diesel que tu utilises, c'est le Saint-Laurent. C'est du diesel marin. Diesel marin, MDO. Oui, donc MDO. OK? De faire des recettes de façon à ce que ça respecte encore les normes en tant que telles, mais qu'on puisse aujourd'hui l'utiliser. Arrête, t'as fait tes signaux, toi. Tiens, good. Alors là, je parle d'inflammabilité parce que ça, c'est important. Il n'y a pas un capitaine de bateau qui va embarquer dans un bateau, traverser l'Atlantique, puis avoir un peu de feu pogne. Right? Non. OK. C'est ça qu'il me dit. C'est ça qu'il dit, ton capitaine. Pas de 9 heures sur l'océan. OK. Là, je vais avoir fini, je pense. Oups, non. Ça, c'est l'indice carbone. OK? Alors, ils sont tous listés. La ligne est au milieu, là. Alors, quand vous êtes sur la ligne centrale, vous êtes à 0. Quand vous allez plus du côté droit, là, ça va moins bien. Puis en bas, ça serait idéal. Fait que, là-dessus, là, tu vas être content de moi. Regarde. Presque. Pas parce que j'ai un blanc de mémoire, ça, là. Super. Bon, ça va, mon modérateur? T'es content? Super bien, vraiment content. Très belle présentation, merci. En passant, au début, Michel fait son début comme modérateur dans les panels. Je t'ai dit que t'aurais... Il est dur, mais je t'ai dit que t'aurais du fun. J'ai une question pour vrai, c'est même pas à toi la première question. Pardon, marquez ça. Le méthanol, je ne sais pas si les gens savent c'est quoi le méthanol, on en parle beaucoup. Des fois, ça a l'air d'un produit chimique qui ne sert pas à grand-chose, mais c'est un alcool simple, un alcool qui est très simple. En fond, c'est une commodité qui est échangée sur le marché avec un spot price et tout. Mais le méthanol, c'est le produit avec du carbone, puis l'hydrogène, puis de l'oxygène, tout ensemble. Puis ce carbone-là vient souvent, en fait, à 100% du temps, 99,9% du temps, de fossiles, donc de charbon ou de gaz naturel. Ce que M. Robert veut faire, c'est le produire avec du CO2 biogénique puis l'hydrogène. Je sais qu'il y a un script avec des questions, mais là, j'ai une question pour toi directement. Le CO2 biogénique, là, j'ai vu ta diapo, oui. Tu envoies ça à l'IND. Mais le CO2 biogénique, ça a quand même une valeur de plus en plus, qui croît en valeur. Là. Est-ce que c'est pas mieux de vendre ça ailleurs ou utiliser le CO2 biogénique que de le vendre pour faire de la glace sèche? Tu penses-tu que toi aussi, il faut que ça, toi? C'est bien clair. OK. C'est qu'effectivement, on augmente, lorsqu'on a agrandi la distillerie, oui. OK, à 260 millions de litres,
ben, on produit davantage de CO2 biogénique. OK. Et aujourd'hui, on a dépassé les capacités de Praxair depuis un bon bout de temps. Donc, on en vend, tu me dis 90 tonnes par jour, right? Puis avec 260 millions de litres, on fait combien par jour? 300 tonnes par jour. Okay? Donc, c'est cet apport-là nouveau qui, effectivement, va servir à la production de notre méthanol vert. OK, puis c'est comme ça, le 90 tonnes ou 300 tonnes qui détermine la taille de l'électrolyseur, j'imagine. On a fait ça à l'envers, effectivement. Okay. Puis, ce qu'on a fait, c'est que si tu recules, ben, ça va nous faire en gros autour de 48 000 tonnes de méthanol vert par année. Et il me reste aussi, par rapport à mon 60, mettons, mégawatts, environ 40 mégawatts qui vont pour la production de méthanol, puis 20 mégawatts pour mes deux autres marchés que je te parlais tantôt, décarbonation industrielle puis production de GNR de troisième génération. Okay. Et puis pour le port de Montréal, ce que j'ai retenu, générationnel, donc un changement, le maritime, c'est pas facile à décarboner, ça prend du temps. C'est lourd, le transport maritime, ça transporte des milliers de containers. Mais quand on parle du port plus spécifiquement, là, si j'ai bien compris, vous avez des locataires. Ouais. Votre responsabilité, vous ne vendez pas de carburant, là, vous ne vendez pas de fuel, c'est des gens qui vendent le carburant. Ouais. Puis les armateurs, il y en a qui sont plus avancés que d'autres dans leur transition énergétique. Puis là, je veux des exemples un peu concrets. C'est quoi les produits ou les technologies? Domestiquement, on a déjà le groupe des gagnés qui utilise le GNL, entre autres, qui a initié son programme ici au Québec, puis l'étend maintenant dans les Grands Lacs. On a CSL, un armateur canadien aussi, qui a fait des tests l'année dernière sur le biocarburant, donc un biodiesel. Il était jusqu'à B100. Il a fait des mix B20, B30, B40, 50 jusqu'à B100 aussi. On a des armateurs au niveau international qui sont aussi actifs à Montréal, qui ont en ce moment, qui carburent sur du biodiesel. Maersk, par exemple, déploie des navires à Montréal toutes les semaines qui se déplacent avec du biocarburant, avec du biodiesel, pardon. Mais on a des joueurs qui ont récemment fait l'acquisition de navires pour le méthanol, par exemple, puis qui vont être actifs dans le secteur. Bien entendu, à un moment donné, il va y avoir une connexion entre la disponibilité du méthanol ici et leur capacité de venir à Montréal, puis de réaliser le fameux corridor vert en question. Puis plus, j'imagine que l'électricité que vous avez, parce qu'au port, le monde se connecte avec Hydro, c'est ça? Oui. Puis cette électricité-là qui est verte, à un moment donné, vous allez devoir électrifier plus, avoir plus que, je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui en puissance. Tantôt, quand je parlais des émissions de gaz à effet de serre liées aux navires lorsqu'ils sont taqués, la solution, c'est effectivement l'électrification. Donc, l'administration portuaire gère son propre réseau de distribution électrique. Puis, donc, on va littéralement brancher. On a commencé à brancher des navires de croisière il y a plus de 10 ans déjà. On était un peu en avant de la vague, mais il fallait briser le paradigme de l'infrastructure. Il fallait la mettre de l'avant. Et puis, on l'a fait. Et puis là, cette année, j'ai 17 navires qui vont se brancher avec des navires de croisière pour le branchement électrique. On a plus de 40 stations de branchement électrique pour les navires qui passent l'hiver à quai. Pourquoi? Bien, parce que la voie maritime qui mène vers les Grands Lacs est gelée puis est fermée. Donc, les navires, momentanément, ils passent 3 mois dans leur année ici à Montréal. Puis il y en a aussi à Québec en passant, des navires hivernants. Ils branchent directement dans l'hydroélectricité puis ils réduisent leur gaz à effet de serre ou leurs émissions à zéro. Okay. On va aller plus loin que ça. On veut brancher des navires qui ont des besoins d'à peu près 2,5 à 3 MVA. Puis ces navires-là, ils ont quelques centaines de conteneurs, donc réfrigérés ou à température contrôlée. Donc des gros réfrigérateurs de 40 pieds de long par 9 pieds et demi de haut, par 8 pieds de large. Eux autres, ils ont besoin d'électricité pendant qu'ils sont taqués. Donc ça consomme beaucoup d'énergie. OK. Puis pour Greenfield, j'ai toujours aimé le projet. Là. Je trouve ça intéressant, toute la circularité, mais en bout de ligne, vous allez avoir besoin d'électricité pour faire votre projet. Oui, monsieur. Puis surtout, si on produit du méthanol, il faut trouver quelqu'un qui va l'acheter. Oui. Là, la question, est-ce que quand on vend le méthanol, est-ce que vous pouvez vendre du méthanol directement au port ou il faut passer par des... comment ça fonctionne, ça? Le port, c'est un instrument, c'est une entrée. Okay? Donc, tout ce que c'est qui s'appelle le mazoutage, doit être fait soit par nous directement ou s'associer avec des gens qui sont déjà dans ce milieu-là. Okay. Puis pose-moi pas la question à savoir le bloc de puissance, je te dirai pas mes secrets. Parfait. Mais, bon. ça va bien en bâton. Sérieux? OK, good. Pour les deux, vous avez mentionné aussi la charge carbone, intensité carbone. Souvent, le méthanol, je le sais, en Europe, Maersk parle beaucoup de transformer leurs navires. Ils veulent faire la transition de plus en plus de pourcentage de méthanol dans leur bunker oil.
Mais c'est pas reconnu encore aujourd'hui. Fait que, mettons qu'on a un navire... Reconnu dans quel sens? Les émissions, peut-être en Europe, un peu plus qu'ici, mais je pense pas, si tu veux trouver un off-take, admettons qu'on veut vendre le méthanol ici, est-ce que c'est plus facile de le vendre en Europe ou le vendre ici? Hein? Plus facile, je ne sais pas si c'est plus facile, mais je pense que partout... Aujourd'hui, les armateurs doivent rendre des comptes à l'échelle internationale avec l'ensemble de leur flotte. Quand Maersk déplace des navires, ils vendent un produit un peu comme Énergie qui vend du GNR, mais que littéralement, il n'y a qu'un seul tube qui pousse à la fois du gaz naturel puis du gaz naturel renouvelable. Donc, Maersk fait un peu la même chose. Ils vendent un produit qui est essentiellement l'équivalent du GNR, qui est un produit vert, mais qui se passe entre Montréal et Antwerp. Mais le client, il peut être à Buenos Aires, il peut être à Rio. Il achète le produit. Donc, il achète les crédits ou la prestation de service homologuée et accréditée et auditée. C'est ce qu'il fait. Donc, oui, du méthanol ici à Montréal pour aider un armateur à faire un produit, absolument, c'est dans l'ordre du possible. Je vérifiais ce matin, avant de m'en venir, le carnet de commandes des navires à l'échelle mondiale pour les conteneurs. Il y en a plus de 984 navires en ce moment sur le carnet de commandes. 30% qui vont être livrés entre 23 et 26 ont soit une fonction double énergie ou une fonction dédiée ou une carburation énergie renouvelable. Le GNL joue la part du lion là-dedans, là, mais je vous dirais le méthanol occupe presque 15% de la conception, en fait, de l'énergie qui va être nécessaire pour bouger ces navires-là. Puis ça, c'est au cours des prochaines années. L'augmentation de l'utilisation, et je pense que le désintéressement un petit peu du GNL fait en sorte qu'aujourd'hui, on voit des substitutions s'exécuter beaucoup plus rapidement qu'on l'a pensé. Ouais. Jean parlait d'ammoniac, bien, ça fait aussi partie. Je vous dirais que même les carnets de commandes regorgent aussi de navires à batterie. Courte distance, des ferries, des traversiers, on les met à batterie plutôt que d'utiliser une autre énergie renouvelable, un liquide vert en quelque sorte. On nommait le liquide vert pour mettre à profit une batterie. Wow. Super intéressant. Là, ça bouge. Je me fais dire qu'il y a une contrainte de temps. Est-ce que j'aimerais ça comment avoir des questions du public? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions? Première question. Daniel Charrette de Charbonne Hydrogène. Question pour le port. On s'est parlé il y a quelques mois, M. Dagenet. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres joueurs que Greenfield ou c'est seulement avec Greenfield que le port va dealer sur l'hydrogène? C'est ce que tu dois dire. Veux-tu que je réponde à ta place? Non, je suis capable de prendre la parole. Non, effectivement, il y a de la place. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé de différentes sources d'énergie, effectivement. L'hydrogène va jouer un rôle. Beaucoup de ce qu'on a fait dans les dernières années a eu rapport avec l'électrification des équipements de manutention. Hein. La portion maritime, c'est un élément où est-ce que ça demande beaucoup de coordination à l'échelle internationale. Donc, c'est un peu plus long à arriver. Mais aujourd'hui, l'électrification, on semble avoir éliminé, ou pas éliminé, choisi les équipements qui vont pouvoir être électrifiés. Ce qui va rester, fort probablement l'hydrogène. Fort probablement de l'hydrogène qui sera fait soit sur le port, sur le terrain du port, et c'est là que ma notion de prendre un risque calculé prend tout son sens, ou à proximité du port pour amener de l'hydrogène chez nous pour les camions de cours là, qui tournent en rond constamment. Oui, parce qu'on discute déjà avec plusieurs ports de l'Est. Ma deuxième question a trait avec l'ammoniac. Vous parlez beaucoup d'ammoniac pour les navires marchands, puis lors de mes discussions il y a une semaine avec le CEO du port d'Halifax, puis la marine canadienne et la marine américaine ont tendance à vouloir aller vers de l'hydrogène, qui est plus facile à gérer pour eux autres parce qu'ils gèrent quand même des munitions que de gérer des fuites d'ammoniac. Pourquoi la marine marchande s'en irait vers l'ammoniac? J'en sais rien. Je pense que la question est probablement mieux adressée avec eux, mais je vous dirais que ce que j'ai vu aussi, c'est tout ce qui a rapport avec les petits réacteurs modulaires, là, les SMR, là. Donc, l'utilisation d'une source énergétique un petit peu différente. Fait que donc, comme la garde côtière, par exemple, qui est en opération dans des zones très éloignées, où le ravitaillement est excessivement compliqué, puis des enjeux de disponibilité et de pérennité de disponibilité, parce que avoir de l'hydrogène aujourd'hui à un endroit, c'est une chose, mais l'actif, le navire, a une espérance de vie de 40 ans. Il faut qu'il y ait de l'hydrogène dans 40 ans. Il faut que le price point soit bon aussi.
Fait que c'est tout un souci. Fait qu'il y a tout un questionnement. Mais pour l'ammoniac, j'en sais rien pour la Navy. Il y a une chose dans l'ammoniac, si j'arrête, il n'y a pas de carbone. Souvent, les gens vont dire on décarbone complètement si on enlève ça de l'équation. Là. Fait que le méthanol reste, il y a un petit peu de carbone, on réduit l'intensité. Puis si le CO2 est biogénique, c'est bon. L'ammoniac, il n'y en a pas. Le développement, le cycle de développement de ces moteurs à ammoniac-là pour les navires, c'est pas aussi avancé. C'est plus facile, là, vous l'avez dit, d'aller vers le méthanol aujourd'hui. Mais il faut regarder aussi cette option-là. Il y a quand même 200 millions de tonnes, je pense, aussi d'ammoniac qui est produit à travers le monde à partir de fossiles. C'est une industrie qui est quand même facile à décarboner. Maintenant, pour l'énergie, c'est quelque chose qui reste à faire. Bonjour, Serge Bédard, Ressources naturelles Canada. Question, est-ce que vous entendez des armateurs une préoccupation par rapport au méthanol? Le méthanol, ça a quand même une densité énergétique à peu près la moitié du diesel, fait que ça réduit l'autonomie pour un réservoir donné, disons. Ouais. Est-ce que c'est une préoccupation que vous entendez? Absolument. Leur préoccupation, elle est à la fois liée au prix, à la durabilité, la pérennité de l'approvisionnement, l'adaptabilité. Est-ce que le produit est adapté pour le navire, les réservoirs, donc un drop-in fuel plutôt que quelque chose que je dois mettre cryogénisé, pressurisé. Donc, ça demande moins d'énergie, moins d'efforts en termes de stockage puis de transport. Mais c'est sûr que si on est capable de créer... en ce moment, la plupart de mes navires vont faire une fois du mazoutage en Europe. Rotterdam, toute la zone Rotterdam, Antwerp, Hambourg, c'est une grande zone de mazoutage où le prix est relativement bas. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a une haute densité de joueurs qui font de la distribution. Dans une dynamique où le carburant est un peu plus volumique, puis il demande un peu plus d'espace, ben pourquoi ne pas mazouter deux fois? Une fois sur le côté de l'Atlantique en Europe, une fois sur l'Atlantique sur l'autre côté. C'est là où les changements de consommation vont prendre leur sens. C'est un peu comme l'auto électrique. Dans le fond, on a comme changé nos habitudes un peu, se recharger. Tu sais. D'autres questions, si on a le temps, oui? Oui, bonjour. Claude Bouchard, je suis de Promotion Saguenay, la Corporation de développement économique de Ville-Saguenay. Ma question s'adresse à Greenfield. Vous avez parlé d'un produit en développement de gaz pour l'aviation. Oui. Quand prévoyez-vous livrer vos premiers litres? Puis sans dévoiler de secrets industriels, à partir de quoi vous fabriquez ces biocarburants pour l'aviation? Si je vous réponds d'une façon générale, on est vraiment au premier stade de développement. OK? Quand je vous l'expliquais tantôt, le concept de la bioraffinerie intégrée de Varennes, sur une même plateforme, aujourd'hui, on a l'alcool de grade carburant, le CO2 biogénique, le biogaz et le GNR. OK? Aujourd'hui. Dans les projets de développement, on vient de rajouter l'hydrogène, nécessairement l'oxygène parce que c'est intrinsèque entre les deux, et effectivement le méthanol. Quand on a un ensemble de composés chimiques comme ça, il y a toute une série d'autres produits qu'on est capable de faire, dont le carburant d'aviation. Richard pourra vous en parler beaucoup plus. Un exemple. Vous pourriez me dire, écoute, aujourd'hui, ton éthanol va dans les véhicules, puis dans 10, 15 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec d'un coup, puis ça te demande de tout disparu avec les autos électriques ou d'autres? Bien, en anglais, des pathways, aujourd'hui connus pour faire du carburant d'aviation, c'est effectivement la réaction avec l'éthanol de grade carburant. OK? Donc, c'est pas pour demain. L'horizon, c'est peut-être 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, on aurait une proposition. Hey, tu commences pas, toi, là. On aurait une proposition pour une firme internationale de s'installer chez nous, puis prendre l'ensemble de l'hydrogène qu'on ferait, puis le CO2 pour en faire tout de suite. On n'est pas là tout à fait,